ce elle avait déjà commencé à mentionner, il y a des défis réels. Parce que quand on prend un pays comme le Burkina Faso, on n'a pas moins de 60 langues. Donc, si on veut parler d'unité linguistique, c'est-à-dire on veut sélectionner des langues qui seront celles utilisées par l'administration, eh bien, il y a un défi de convergence de vues qu'il faut adresser. Ça veut dire chacun a en tout cas une sorte d'appréciation pour sa langue et souhaiterait que ce soit sa langue qui est utilisée par l'administration. Donc ça, c'est un défi, par exemple, réel qu'on devait pouvoir donc adresser. Et c'est généralement ce défi que le colon mettait toujours en avant, disant que ils ont combien de langues, donc on ne peut pas promouvoir toutes ces langues. Donc qu'est-ce qu'on fait? On impose donc une seule langue que tout le monde doit parler, et cette langue-là, c'est la langue du colon. Ce qu'on n'a pas compris est que le colon s'est appuyé sur nos langues pour pouvoir enrichir sa langue, pour réaliser les pratiques utilisées au niveau de William Ponty. Donc, ils ont utilisé le savoir endogène africain pour enrichir le français. Ça veut dire quand ils repartaient pour les vacances, ils avaient cette pratique-là qui est de concevoir un sujet de recherche sociologique, ou en tout cas, ils vont documenter donc des pratiques dans leur communauté et revenir reverser ça en français. Et comme on l'a dit, voilà, la langue, elle est dynamique. Plus vous l'utilisez, plus vous l'appliquez sur des sujets, plus en tout cas vous lui donnez la chance de grandir en termes de vocabulaire, ou bien en tout cas de créer un intérêt à cette langue-là. Si par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de productions scientifiques en EV ou en Ashanti, et que le monde a besoin d'avoir accès à ces connaissances, forcé, le monde va apprendre donc les V ou l'Ashanti pour pouvoir avoir accès à la connaissance. Donc, quand on a produit des œuvres littéraires, on a produit des recherches sociologiques en français, eh bien, les autres communautés linguistiques européennes qui ont besoin de ce savoir étaient obligées d'apprendre donc le français pour pouvoir donc avoir accès. Donc, le défi de diversité a été politisé pour en tout cas nous empêcher de penser même à une possibilité de transition vers une refondation linguistique et culturelle africaine. Donc, par exemple, quand on se réunit au niveau continental, une structure comme l'Union africaine, pour pouvoir désigner la langue qui pourrait être la langue institutionnelle de l'Union africaine, on amène encore la question de vous avez plus de 1500 langues africaines. Donc, quelle langue est-ce qu'on met en avant? Encore, voilà, ça crée les mêmes politiques naissent. Pourquoi est-ce que c'est une langue de l'Afrique centrale et non une langue de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi c'est une langue de l'Afrique? Voilà. Donc, ces débats vont continuer. On dit d'accord, donc on prend le français qui est neutre, on prend l'espagnol qui est neutre, on prend, voilà. Donc, ce défi de la multiplicité des langues en Afrique est un défi réel, mais qu'on pouvait peut-être relever en agissant sur la conscience et non en tout cas l'inconscience de l'idéologie dominante, nous en tout cas malmenée. Donc c'est ce que je pourrais dire pour cette première diapositive. Et si Madame Mbou n'est pas là, je pourrais peut-être aborder un peu la deuxième partie, enfin la deuxième diapositive où elle parle des défis politiques. Par exemple, quand on prend enfin, nos politiques, c'est comme je l'ai dit, tout a été conçu avec une idéologie linguistique. C'est-à-dire qu'on a conçu notre système judiciaire avec une pensée en français. On a conçu nos systèmes administratifs avec des pensées en français ou en anglais. Et quand on a hérité, le politicien africain voit en tout cas un grand défi à revenir à une langue nationale pour pouvoir battre sa campagne, revenir à une langue nationale pour faire fonctionner l'administration, revenir. Donc, du coup, c'est beaucoup plus une charge pour le politicien. Et la voie facile, en tout cas, c'est de maintenir le statu quo. Et vous allez voir dans tous les textes, on fait souvent, voilà, une impression d'avancée. On vous dit que, oh non, on a nationalisé les langues nationales. Mais en réalité, quand tu analyses, on n'a fait aucun pas. Ça veut dire, par exemple, récemment, j'ai fait des critiques sur la constitution du Burkina Faso
constitution du Mali et du Niger, où on a fait une réforme, enfin, très bonne initiative, mais dans le fond, on n'a pas progressé. Par exemple, la constitution 2023 du Burkina Faso dit que le français et l'anglais sont des langues de travail, mais les langues nationales sont les langues officielles du Burkina Faso. Leur officialisation arrivera après un certain nombre de conditions que l'administration va définir. Très beau comme texte, mais la réalité est que tout le monde part à l'école pour travailler un jour. Et la langue qui commande l'accès au travail sera la langue dominante. C'est-à-dire qu'on a beau faire des textes, on a beau en tout cas, mais si pour passer le concours de la fonction publique, il faut le français. Pour en tout cas progresser dans sa carrière, il faut suivre des évaluations en français. Eh bien, mon intérêt pour le français dans un cadre étatique là sera beaucoup plus grand que mon intérêt pour une langue nationale. Donc, on a donné une sorte de poids social aux langues nationales, mais on n'a pas considéré l'aspect politique, l'aspect économique, qui en réalité sont les moteurs de l'utilisation ou de la promotion des langues. Rappelez-vous que dans le contexte, je disais que les langues françaises, enfin les langues coloniales plutôt, comme français, anglais, ont été introduits avec un facteur économique, un facteur administratif, un facteur social, et voilà. Donc, on ne peut pas, en fait, promouvoir nos langues en agissant uniquement sur un volet qui est, par exemple, le volet social. Et comme je dis, moi, je considère ça comme du patriotisme linguistique. Mais le patriotisme linguistique ne marche pas. Il faut vraiment de l'économie linguistique. Il faut beaucoup de politique linguistique et il faut maintenant les fibres sociaux pour pouvoir en tout cas faire fonctionner la promotion donc, de nos langues. Donc il y a cette réalité qui fait qu'effectivement le progrès est très très difficile. Alors quand on prend la question économique, quand vous regardez les pratiques dans nos pays, comme on dit, on met d'abord avant de parler compétences. Ça veut dire quoi? Si par exemple, le Cameroun veut recruter des militaires, on sait que pour être militaire, là, on a beaucoup plus besoin de certaines compétences techniques. Mais vous allez voir, dans le recrutement, on commence par dire avoir le BPC ou bien avoir le CEP. Ça veut dire indirectement pouvoir écrire et lire en français. Donc, on ne va jamais recruter, même s'il y a des écoles d'alphabétisation, on ne va jamais dire, voilà, ça être apte ou bien être à mesure de suivre des exercices physiques, être à mesure. On ne va pas commencer par ces descriptions. La question de langue et, la littératie en langue coloniale devient la primauté sur tous les autres savoirs. Quand on prend encore toujours ce volet, vous prenez nos communautés. Il y a des aspects culturels. Et moi-même, je le dis, hein, c'est-à-dire on fait cette exploitation culturelle. Moi, je n'ai pas interviewé des chefs de village. Ils me donnent des histoires sur la culture Evé. Je produis un document tout de suite. On me donne le titre de docteur. Je suis docteur de la culture Evé. Et je pense que l'Occident le fait assez. Vous allez voir expert de la culture d'Agara, expert voilà, du Burkina et tout. Et c'est exactement ce que nous-mêmes nous faisons à nos propres frères. Donc, je ne vais pas interviewer un chef, il me donne une petite notion sur sa culture, je deviens l'expert qui va parler de sa culture un peu partout, mais lui qui détient tout ce savoir, on ne va jamais l'amener sur un plateau à l'ONU, on ne va jamais l'amener, en tout cas, quelque part pour qu'il parle de cette expertise-là. On ne va jamais le nommer ministre de la culture, même s'il maîtrise plus la culture que moi. C'est-à-dire que je suis un profil qu'on peut facilement nommer ministre, à cause donc de la langue que je parle, mais pas forcément uniquement le savoir que je détiens sur les questions culturelles. Donc, économiquement, ceux qui détiennent le savoir national, ils n'ont rien. Maintenant, quand tu as un peu de ce savoir et que tu peux t'exprimer en français et en anglais, tu as tout. Et moi, quand je critique comme ça, je dis aux gens, mais je suis traducteur-interprète et en tant que traducteur-interprète, je mange beaucoup dans l'utilisation du français et de l'anglais. Donc, je suis en train de scier d'une manière ou d'une autre la branche sur laquelle je suis assise et il faut qu'on ait cette capacité à s'autocritiquer et c'est là qu'on peut vraiment arriver à avancer. Donc, je pense qu'elle voulait aussi revenir un peu sur les défis éducatifs
parce que quand on évoque la question des langues, même si on doit choisir une seule langue africaine, et je pense qu'on reviendra sur ça, sur le volet économique, peu importe la langue qu'on va choisir, il y a des productions à faire, il y a des formations à faire, il y a pas mal donc d'investissements à faire, et ne serait-ce que ces investissements-là, ça suffit pour certaines personnes de dire non, 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 on maintient le français, ça suffit. Parce qu'on considère enfin, l'investissement très lourd, et dans nos différents pays, le plus souvent, ce sont des associations et des initiatives occidentales qui viennent soutenir en fait les programmes de promotion de nos langues ou de promotion du bilinguisme quand on les choisit. Quand je prends le Burkina Faso, en 1994, c'était une organisation suisse qui a lancé jusqu'en 2000, où l'État a trouvé le bénéfice et qui maintenant avait commencé aussi à s'intéresser. Jusqu'à présent, on n'a pas encore arrivé à l'extension de ce programme pour en faire un programme national, même si on reconnaît sa valeur ajoutée en termes d'éducation. Un exemple est que dans l'évaluation de la première promotion, après 5 ans d'école primaire, les élèves de l'école bilingue où les langues nationales ont été utilisées comme fondation, les 3-5 premières années, ils ont en tout cas battu ceux qui ont fait 6 ans de l'école traditionnelle uniquement en français. Leurs résultats ont été meilleurs que en tout cas les 6 ans passés dans une école où on utilise uniquement que le français. Il y a ces résultats, les scientifiques ont documenté, mais ça n'a pas empêché que le politicien décide récemment que l'école primaire au Burkina Faso on utilisé comme vraiment quelque chose de bénéfique pour l'apprentissage. Donc il y a ce défi, oui, on doit investir, mais effectivement c'est un défi qu'on peut relever à travers une conscience politique et également du courage et de l'engagement pour vraiment une refondation de l'institution burkinabé ou camerounais ou en tout cas en Afrique. Donc les défis sociaux, généralement, c'est cette perception de possibles tensions sur quelle langue choisir. Voilà, parce qu'on a créé un élément négatif d'un Africain qui parle beaucoup de sa langue. C'est-à-dire quand tu parles beaucoup de ta langue, quand tu parles beaucoup de ta communauté, on va tout simplement te considérer communautariste, ethnocentriste. Enfin, ils ont fait en sorte que ça soit négatif pour un Africain de parler trop de lui-même. Donc, ça veut dire qu'un politicien élevé qui est en fonction et qui voudrait que, scientifiquement, même si c'est prouvé que l'élevé est une langue qui peut facilement être mise à l'échelle, si ce politicien décide de mettre l'élevé comme langue administrative, vous allez voir que automatiquement, de l'extérieur comme de l'intérieur, on parlera d'ethnocentrisme, c'est-à-dire parce que c'est sa langue, donc il met ça en avant. Si par exemple, c'est-à-dire que on a fait en sorte que ça soit négatif pour l'Africain de parler trop de lui. Voilà, c'est bien pour l'Africain de parler de globalisation, de parler d'une identité universelle, c'est bien de parler, mais quand l'Africain commence à trop parler de lui, on dit « Ah non, il est raciste, il est ethnocentriste. » Donc, on a créé vraiment une image, une sorte de piège historique qui va nous maintenir comme ça tant qu'il n'y aura pas un courage, en tout cas, de réinventer. Et attention, quand on parle de réinvention identitaire, il ne s'agit pas d'une remise complète en cause de l'histoire, mais il s'agit de faire une évaluation objective de ce qui nous a amené là où nous sommes, quels sont les avantages qu'on a là où nous sommes et comment est-ce qu'on peut peut-être récupérer ce qu'on a laissé derrière nous. Par exemple, aujourd'hui, ce serait, moi, quand je vois des gens qui, les Français avaient créé, ou disons les médias français, avaient créé un concept qui est sentiment anti-français. Je dis ça n'a aucun sens. si on parle de sentiment anti-politique française ou politique étrangère française, je comprends. Mais par exemple, ici, nous sommes des Africains réunis sur une plateforme africaine pour parler donc uniquement en français pour se comprendre. Donc, on ne peut pas tout de suite dire qu'on ne veut plus du français. Eh bien, quand moi, je vais commencer à parler de Mathieu, donc vous n'allez pas me comprendre. Donc, la langue française fait partie aujourd'hui
de notre identité et dans la reconstruction de nos identités linguistiques nationales, là, on donne une place que nous aurons choisie pour le français. Voilà, donc c'est vraiment ces défis-là qu'il faudrait qu'on retienne. En termes de politique stratégie politique et culturelle, je pense que c'est Madame Ibou qui devait traiter ça.